présidentielle. À vous, comme pour les autres, 10 minutes. Merci, il y aurait beaucoup à dire sur la présentation, mais c'est vrai que finalement sur ces sujets-là, pour ma part, ça a été d'abord un regard international. En Afrique, au Bangladesh, sur les questions, à l'époque c'était l'Afrique sous ajustement structurel, avec la réforme du secteur céréalier, aussi des cultures d'exportation. Et au Bangladesh, c'était déjà la mise en place de mesures d'adaptation au dérèglement climatique et l'agroécologie. Et puis, après Solagral et tous les enjeux de souveraineté alimentaire, de la défense des paysans dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce ou de la coopération des paysans au sein du Forum social mondial. Et c'est vrai que déjà dans ces années-là, c'était passionnant de voir que les rapports internationaux, quand ils tentent de connaître quel peut être le modèle de développement pour faire face au dérèglement climatique, pour faire face à l'accroissement de démographie, pour faire face à l'épuisement des sols, pour faire face à l'urbanisation, eh ben, ces rapports internationaux disent eh ben, c'est évidemment l'agroécologie. Ce sont les savoirs et les cultures traditionnelles qui sont la solution. Les OGM étaient déjà, il y a quelques années, dénoncés par les experts internationaux comme une partie du problème et non pas une partie de la solution. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, évidemment, l'enjeu c'est quelle agriculture et dans cette agriculture, quelle évolution sur nos territoires. On voit qu'aujourd'hui, finalement, le bilan, tout le monde le connaît, c'est un plan social, ce sont, selon les statistiques, un ou plusieurs suicides de paysans par jour, c'est un développement, une explosion des maladies liées aux pesticides, même si la MSA joue souvent l'omerta là-dessus. Et puis c'est, dans le pays de la bonne bouffe, un phénomène extraordinaire, c'est que l'alimentation devient suspecte. Et donc nous devons traiter l'ensemble de ces questions, et c'est vrai qu'il y a une solution. Finalement c'est vous, ça tombe bien, je suis là, pour répondre à ces enjeux à la fois de société, ces enjeux environnementaux, ces enjeux sociaux, ces enjeux d'aménagement du territoire ou de santé publique. La force de votre mouvement aujourd'hui, c'est que je crois qu'il a rencontré une attente et une réalité sur les territoires. Une attente des Françaises et des Français qui expriment de plus en plus dans leur acte d'achat la volonté d'une agriculture paysanne, d'une agriculture de proximité, d'une agriculture biologique, l'attente des citoyennes et des citoyens par rapport à leur santé, et l'attente, parce que c'est comme ça dans l'imaginaire collectif français, on a tous un grand-père paysan. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, on a tous un grand-père paysan, et que nous sommes profondément attachés à la ruralité et aux paysans. Le risque, ces dernières années, c'est que le paysan nourricier est devenu l'agriculteur pollueur, l'agriculteur empoisonneur. Et que finalement, ce qui a été un piège pour nombre de paysans, pour nombre d'agriculteurs, se retourne contre eux et empêche la transition vers un autre modèle. Alors oui, évidemment, après, ça se transforme en cohérence, en clarté du projet. Pour notre part, vous savez, quand on a travaillé sur la réforme de la politique agricole commune en 2013, et nous allons y retravailler cette année dans la perspective aussi de la réforme de 2020, l'idée qu'on a toujours défendue, c'est à la fois un plafonnement des aides, 100 000 € par exploitation, la rotation des cultures, tout ce qui permettait évidemment de réorienter l'agriculture vers une agriculture paysanne durable et, de manière optimale, vers l'agriculture biologique. Au moment où je parle, Brigitte Allain, ma collègue à l'Assemblée nationale, s'adresse au gouvernement français pour remettre à l'ordre du jour la mesure qu'on avait obtenue, qui était d'avoir 20% de bio dans les cantines et 40% d'agriculture locale. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a cassé beaucoup de dispositions de cette loi, qui est un peu une mode pour tout, il faut le reconnaître, mais donc nous voulons évidemment revenir à la charge là-dessus. Dans mon projet,
Galidée. C'était une idée que nous avions développée avec René Louaille en Bretagne, à Saint-Perle, qui est un élevage bio de cochons. Nous avions développé l'idée que 100% de la restauration collective, qu'elle soit publique ou privée, cantines scolaires, hôpitaux, maisons de retraite, mais aussi la restauration collective d'entreprises, proviennent d'agriculture paysanne ou biologique. Pour ma part, je ne suis pas certain qu'on puisse faire du 100% bio dans l'ensemble des cantines publiques et privées d'ici 5 ans. Mais l'idée de toute façon aller vers l'agriculture paysanne et au maximum l'agriculture biologique au plus vite est évidemment un enjeu essentiel. Et d'allouer, la France reçoit près de 9 milliards d'euros de fonds de la politique agricole commune, d'allouer la moitié de ces fonds sur ces conversions. Ça me paraît essentiel, c'est de trouver les moyens à la fois de financer la conversion et de financer la structuration des filières pour pouvoir alimenter l'ensemble de nos concitoyens. Et de ce point de vue-là, là encore, ce qui est essentiel, c'est de trouver aussi les moyens de la contractualisation locale. J'aime beaucoup, moi, l'idée des partenariats qui sont développés dans les communes où une collectivité passe un contrat de 4 ou 5 ans avec des agriculteurs, paye, des agriculteurs conventionnels, paye le prix du bio et finance à la fois garantit le débouché sur les cantines, la restauration collective, et permet la conversion de l'agriculteur vers le biologique. Ça, je trouve que c'est des outils extrêmement utiles parce que, à la fois, ils assurent la conversion, ils répondent à un besoin citoyen et ils reterritorialisent les enjeux. Moi, quand je défends l'agriculture paysanne et l'agriculture biologique et une alimentation de qualité, c'est pas simplement la santé, c'est pas simplement garder ou avoir plus de paysans sur nos territoires. C'est évidemment aussi retisser des liens à l'échelle locale dans la société. C'est un enjeu absolument essentiel, à la fois de fierté des paysans, de santé des paysans, d'aménagement et de protection de l'environnement, mais aussi un enjeu essentiel de lien entre la ville et la campagne. Et c'est vrai qu'on voit dans les collectivités qu'on fait ce choix. J'étais il y a quelques jours à Ungersheim, je ne sais pas si vous avez vu le film de Marie-Monique Robin, mais j'étais avec le maire Mensch. À la fois, il a développé une production bio, commune de 2000 habitants. Autour de la transition écologique, il a déjà créé 100 emplois. 100 emplois sur une commune de 2000 habitants autour de la transition écolo. Et notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé des ateliers de cuisine pour à la fois gérer ce qui n'est pas consommé, mais aussi alimenter l'ensemble des cantines autour d'Ungersheim. Donc il y a vraiment une incroyable dynamique qui peut se créer autour de ces enjeux-là. Et puis on le sait, toutes les études qui ont été faites sur les cantines bio, moi je me souviens, il y a une enquête extrêmement intéressante qui a été faite autour des cantines bio de Mouans-Sartoux. Vous connaissez son maire historique Askieri, qui a beaucoup développé là-dessus. Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit qu'à travers la cantine bio, l'alimentation bio, on n'a pas simplement réduit les problèmes de santé des enfants, c'est qu'on a créé une éducation autour de l'alimentation, autour de l'agriculture, et les enfants deviennent les ambassadeurs de ce modèle-là auprès de leurs parents, qui changent eux-mêmes leur alimentation et qui changent leurs pratiques de consommation. Donc on est à la fois sur un enjeu essentiel, je l'ai dit, d'agriculture à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, on est sur un enjeu essentiel de santé et on est sur un enjeu essentiel de solidarité, de relocalisation de l'économie et de reconstruction de nos territoires. Donc oui, la France doit devenir le pays de l'excellence biologique, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Le gros de l'argent public continue à essayer d'être compétitif avec les Brésiliens pour faire de l'agroalimentaire et de la malbouffe pour exporter en Russie. Tout ça est totalement débile, ça ne peut pas être ça l'histoire de l'agriculture dans notre pays. Ça détruit les emplois, ça détruit l'environnement, ça abîme la santé et ça tue toutes les filières vivrières dans l'ensemble des pays de la planète, ce qui est un drame. Il faut évidemment que l'Europe construise sa souveraineté alimentaire autour de l'agriculture paysanne et particulièrement de l'agriculture biologique. Je dirais un dernier mot sur
la renégociation du paquet biologique à l'échelle européenne. Ça, c'est un vrai sujet de bio. Parce que vous savez, là aussi, on doit construire du consensus dans la société. Et vous savez que sur cette renégociation, il y a quand même un débat entre les consommateurs et les agriculteurs sur la question des seuils. Et la position très claire des écologistes aujourd'hui, c'est aussi un débat qui est au sein de l'Europe, hein, parce que vous savez qu'en Europe du Nord, le bio, c'est quand même du hors-sol. Donc c'est déjà un débat sur le modèle agricole biologique. Mais le sujet, c'est est-ce que le bio est une obligation de résultat ou une obligation de moyens? Notre idée, c'est qu'évidemment, ce soit une obligation de moyens. Et notre idée, c'est évidemment qu'on intègre dans la question des pollutions la question du principe pollueur-payeur. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous êtes bio et que vous êtes contaminé par le champ du voisin, c'est pour votre pomme. La réalité, c'est que vous perdez la qualification, la certification, mais c'est pour votre pomme. Donc il faut absolument réintroduire dans cette réglementation à la fois l'objectif de moyens, donc ça veut dire quand même des seuils, mais surtout intégrer un objectif fort, un principe pollueur-payeur, pour éviter que ce soit les paysans bio qui payent les épandages irresponsables de pas mal d'autres. Après, vous connaissez notre combat contre le glyphosate, contre les néonicotinoïdes, contre les perturbateurs endocriniens, mais s'il y a une réponse à la question des perturbateurs endocriniens, c'est la France zéro pesticides. Il faudra 15 ans au moins pour en sortir, c'est pas simple. On peut réduire les CFT de 50% d'ici 5 ans, ça on peut le faire, mais passer au zéro pesticide, ça doit être absolument notre objectif. Il y a l'argent de la politique agricole commune, il y a une volonté citoyenne. Si on aide les paysans à organiser leur transition, je suis sûr que ça peut être un beau projet pour notre pays. Merci.